Aujourd'hui, nous irons d'abord à Aintree pour le Grand Prix d'Angleterre afin d'y vivre le triomphe des Mercedes. Puis nous irons à Silverstone pour le meeting annuel de l'AMOC, le club des propriétaires d'Aston Martin. Et nous finirons par Farnborough qui fête son cinquantenaire. Le tout sur des images d'époque tournées par John Tate, un véritable passionné de l'automobile. Le vaste hippodrome d'Aintree s'apprête à résonner du bruit des voitures de course car cette année encore, le circuit accueille le Grand Prix d'Angleterre. L'écurie Mercedes, avec Stirling Moss venu rejoindre Fangio, ne compte pas moins de 5 voitures pour 4 pilotes. Le maestro Fangio, son jeune dauphin Moss, le vétéran allemand Karl Kling et le vétéran italien Piero Taruffi. La 5e voiture servira de mulet. L'équipe a abandonné la carrosserie enveloppante pour revenir aux roues découvertes, version avec laquelle Fangio a décroché la victoire dans les Grands Prix d'Argentine, de Belgique et des Pays-Bas. Une fois de plus, le double champion du monde est largement en tête du classement des pilotes pour cette année 1955. Les stands sont vides pour l'instant, mais le jour de la course, on n'attend pas moins de 150 000 spectateurs. Mais alors que Mercedes a renoncé à la carrosserie enveloppante, Connaught a décidé de l'expérimenter sur un prototype de la série B, piloté par Kenneth McAlpine. Ferrari aligne 3 de ses 625 4 cylindres qui commencent à se faire vieilles, celles de Hawthorne, Trintignant et Castellotti, et Gordini présente également 3 voitures. Mais les gens ne sont venus que pour une voiture, la superbe W196 de Mercedes, joyau de la technologie allemande qui va offrir à Stirling Moss la pole position, Fangio n'étant qu'à 0,2 de seconde. Ces voitures sont équipées de moteurs injection 2,6 litres 6 cylindres en ligne et de commandes de soupape desmodromiques. Sur le circuit, pénalisé par une Ferrari vieillissante, Hawthorne tourne à plus de 5 secondes au tour que Moss. Et la Gordini de Mike Sparken est, elle, à plus de 12 secondes. Moss est en pleine forme sous le chaud soleil d'Angleterre, mais pourra-t-il remporter ce Grand Prix qui lui est si cher? Meilleur parmi les distancés d'avance, on retrouve la 250F de Berra. Son temps, 2 minutes 1 seconde 4 dixièmes, va lui permettre de se retrouver sur la première ligne aux côtés des Mercedes. Et regarder Fangio, bras nus, foncer dans Welling Crossing est un vrai plaisir. Il montre à Moss, son protégé, comment négocier le circuit d'Aintree. Tour après tour, Moss montre qu'en plus d'être rapide, les Mercedes sont également parfaitement fiables. Eugenio Castellotti est le plus rapide des coureurs Ferrari. Il tourne en 2 minutes et 5 secondes tout rond, 4 dixièmes de mieux que Hawthorne. C'est la première participation du jeune Milanais au Grand Prix d'Angleterre. Kling nous fait admirer les lignes élégantes mais sobres et toutes germaniques de la carrosserie à roues découvertes des Mercedes. Rudolf Uhlenhaut, ingénieur de Mercedes, est aussi pilote de réserve, ce qui ne l'empêche pas d'être omniprésent lors des essais. Devant moi, Kling négocie un des virages les plus longs du circuit, celui de Cottage Corner dans l'hippodrome. Luigi Musso s'approche ensuite avec une Maserati 250F aux lignes épurées grâce à la suppression de ses prises d'air. Puis Kling repasse dans Anchor Crossing avant d'appuyer à gauche dans Cottage Corner. Jack Ferman arrive à son tour avec une des séries B de chez Connaught, mais il ne prendra pas le départ.
Au volant de la 4, Luigi Musso, fils d'un diplomate italien, excelle aussi en tir, en escrime et en équitation. Ici, Hüllenauth au volant d'une des Mercedes. Et pilotant la 11, Castellotti, le plus rapide de chez Ferrari, qui partira en 4e ligne. Le lendemain, les tribunes sont archi-combes et la course des voitures de sport ressemble à une parade d'Aston Martin. Sur la première ligne, on retrouve les 3 DB3S de Peter Collins, Peter Walker et Roy Salvadori. Collins apprécie le soleil de Liverpool, tout comme Hawthorne qui pilotera la Jaguar Type D numéro 9. Derrière, on trouve de tout. Des Lotus, des Cooper, des Connaught et bien d'autres. Walker au milieu prend un départ catastrophique, ce qui permet à Hawthorne de se faufiler en tête et à la fin du premier tour, en passant Tats Corner, c'est lui qui mène devant une horde d'Aston Martin. Mais au tour suivant, c'est Salvadori qui a pris la tête, le circuit d'entry convenant parfaitement aux Aston DB3S. Hawthorne est maintenant 3e, derrière Salvadori et Collins, mais de plus en plus menacé par Peter Walker. David Brown, patron d'Aston Martin, traverse le champ de course pour aller accueillir ses pilotes qui vont terminer aux 4 premières places. Hawthorne, sur la seule Jaguar usine, termine 5e, suivi des types D privés de Bob Berry et Ninian Sanderson. Salvadori, le vainqueur, et Collins, 2e, analysent la victoire avec le patron et fabricant d'engrenages de Huddersfield, alias David Brown. Bientôt rejoint par Peter Walker. Puis vient l'heure tant attendue du Grand Prix. Van Wall aligne 2 voitures à châssis Cooper, pilotées par Ken Wharton et l'Américain Harry Schell. Et comme d'habitude, il est impossible de s'approcher du stand Mercedes, tant la foule est dense. Maserati aligne 3 250F avec de nouvelles alimentations pour Berra, Mieres et Musso. Jean Berra a été le plus rapide du trio pendant les essais, le seul capable de tenir la dragée haute aux Mercedes. Il partira sur le bord extérieur de la première ligne. Gordini, qui est désormais bien souvent dépassé en Grand Prix, aligne tout de même 3 voitures. Ici David York, le patron de Van Wall, en grande conversation avec Ken Wharton. Connaught a placé tous ses espoirs dans son modèle aérodynamique usine, piloté par Kenneth McAlpine. Quant à cette Cooper, elle a été entièrement construite par l'Australien Jack Brabham à l'usine de Coventry. C'est une monoplace à baquet central équipée d'un moteur Bristol 2,2 litres. Et c'est la première voiture à propulsion à participer à un Grand Prix depuis les auto-unions allemandes avant la guerre. Les Maserati des Britanniques seront pilotés par Peter Collins et Lance McLean. Enfin, la foule se disperse un peu devant le stand Mercedes. Neubauer, toujours en veste et chapeau malgré la chaleur, monte la garde devant la voiture numéro 12 de Moss. Et il doit faire face au renard argenté Piero Taruffi qui semble un peu énervé. Voici les 3 Ferrari de Hawthorne, Castellotti et Trintignant. On pousse les voitures sur la ligne de départ et parmi les 150 000 spectateurs, personne ne voit ce qui pourrait empêcher Mercedes de gagner la course. Moss sera-t-il le premier Anglais à remporter le Grand Prix d'Angleterre? La veste de Berra est assortie à la couleur de sa Maserati. La Mercedes numéro 10, celle de Fangio, trône au milieu de la première ligne. Quant à celle de Moss, elle arbore fièrement l'Union Jack, le drapeau britannique. Harry Schell a réussi à hisser sa Van Wall au milieu de la 3e ligne, aux côtés de la Maserati de Mieres.
Derrière, on trouve la Ferrari numéro 20 de Castellotti et la Maserati de Musso. En 5e ligne, Trintignant, Hawthorne et Manzon. 7e ligne, Hermano Ramos da Silva et sa Gordini, Kenneth McAlpine et sa Connaught et Lance McLean sur la Maserati de Moss. Le champion du monde Fangio est toujours un des derniers à prendre place sur la grille. Moss reçoit les instructions de dernière minute de Neubauer. On dirait d'ailleurs qu'il veut donner le départ lui-même. Et c'est parti. Fangio mène d'une courte tête devant Moss alors qu'on passe Stats Corner. Derrière, déjà un premier abandon. C'est une Maserati que McAlpine double avec sa Connaught. Troisième tour. Moss a pris la tête devant Fangio. En 5e position, Roberto Mieres sur Maserati devant la Mercedes de Taruffi. Après seulement 5 tours, Berra prend un tour à l'escargot de la course, la Cooper Bristol de Brabham. Mais quelques tours plus tard, Fangio a repris la première place, pourchassé par Moss. Et à Cottage, Mieres est 4e, juste derrière la Mercedes de Kling. À mi-course, Moss est de nouveau en tête, Fangio ayant été retardé lors du dépassement de certains attardés. Tony Holt arrive dans Cottage Corner lorsque son accélérateur reste bloqué. Il coupe l'allumage et parvient à rejoindre le stand de Rob Walker. Mieres devra également abandonner, problème de piston. Taruffi tente de doubler Musso pour offrir à Mercedes les 4 premières places. Et ses efforts sont bientôt récompensés. Moss parvient à contenir les attaques de Fangio. Castellotti ayant de son côté abandonné, la Scuderia concentre maintenant ses espoirs sur la dernière Ferrari encore en course, celle de Hawthorne. McAlpine se bat avec des problèmes de pression d'huile. Quant à Taruffi, il a réussi à prendre le large devant Musso. L'accélérateur de Holt a été réparé et Peter Walker a pris le relais. Moss maintient son avance sur Fangio, pendant que McAlpine poursuit son bonhomme de chemin. Et que Taruffi doit batailler ferme pour contenir Musso. McLean a pris un relais éclair sur la Maserati de Moss. Seuls Moss, Fangio et Kling tournent dans le même tour. Hawthorne, 6e, est souffrant. Il cède son volant à Castellotti, dont la voiture est hors course. Tout comme Berra sur Maserati, arrivée d'huile percée. Brabham a abandonné sa Cooper juste après les stands, moteur cassé.
Les mécaniciens de Mercedes sont au chômage technique. Et Neubauer lui-même se contente d'attendre ce qui promet d'être son meilleur résultat jusqu'ici. Mercedes brandit à ses pilotes un panneau Pi pour piano, levez le pied. Cela veut-il dire que Fangio doit rester à sa place et laisser gagner Moss? « 88e tour, plus que 2. Moss a 3 secondes d'avance et se permet en plus de battre son propre record du tour. Une victoire historique. Moss est le premier coureur britannique à remporter le Grand Prix d'Angleterre. Quant aux Mercedes, elles font 1, 2, 3, 4. Là encore, c'est une première en Grand Prix. Direction le comté de Northampton et Silverstone sous un soleil radieux pour la grande rencontre annuelle de l'AMOC, le club des propriétaires d'Aston Martin. C'est le St. John Horsfall Trophy Meeting et le paddock est rempli de voitures de sport en tout genre. Une paire d'AC2 places à moteur Bristol, XK 120, Austin Healey, DB2 et DB3. Une Lagonda, marque qui appartient à David Brown, tout comme Aston Martin. Une Triumph TR2 et une Lotus Point Plume. Et des Bentley Vintage à foison. Une Austin Healey 100S et une Jaguar Type C. Un modèle unique, dérivé de l'Ancia.
C'est une journée Aston, ne l'oublions pas. Il est donc normal que la marque soit présente en force. On retrouve donc Reggie Parnell et Roy Salvadori au volant de DB3S. Celle de Roy est un modèle équipé de freins à tambour qui appartient désormais à Gilby Engineering. Jocelyn Stevens pilote sa DB3S privée numéro 145 et Bartel la DB3, un peu terne. Très remarqué en deuxième ligne, le coupé DB3 de Brown, la Cooper Bristol de Macmillan et la Type C de Head. C'est George Taylor qui a donné le départ et Salvadori prend la tête. Mais dès Woodcote, Parnell a pris le meilleur sur Salvadori, tandis que la Cooper Bristol de Stevens fait un tête-à-queue au bout de la ligne droite du club. La course suivante est réservée aux Austin Healey et Stratton prend la tête. En queue de peloton, des Lagonda et des Bentley d'avant-guerre se mêlent aux voitures plus modernes. Jeff West prend un virage plus que large dans son AC Ace, ce qui ne l'empêchera pas de terminer deuxième. Neville Lloyd et Barclay Inglis officient pour la radio, en petite tenue. C'est vrai qu'on a tendance à se dénuder avec cette chaleur. Le St. John Horsfall Trophy, proprement dit, est dédié à la mémoire du grand pilote St. John Ratcliffe Stewart Horsfall, surnommé Jock, qui a trouvé la mort ici même lors du Trophée international de 1949. C'est une course à handicap réservée aux Aston de toutes les époques. Honneur aux modèles d'avant-guerre qui vont s'élancer les premiers. On retrouve plusieurs DB2 et même une DB1 cabriolet. En dernière ligne, on retrouve les pilotes dépourvus de handicap, Reggie Parnell et Roy Salvadori. Ils ont tellement de temps devant eux qu'ils peuvent sans problème s'en jeter un avant le départ. Ici une Razor Blade, unique monoplace fabriquée par Aston Martin et qui a remporté l'épreuve en 1953. John Wyer, patron d'Aston Martin, semble lui aussi avoir du mal à combattre la chaleur. Les internationales et les Ulster d'avant-guerre s'élancent quelques minutes avant les autres concurrents. Enfin, c'est le départ des deux derniers. Parnell prenant le meilleur sur Salvadori, dont la voiture est plus ancienne. Ils ont 10 tours pour revenir sur les voitures plus lentes parties avant eux. Parnell passe devant Salvadori, qui prend un virage vraiment très large. La Razor Blade de Atwood a un gros handicap à combler. Et perdu au milieu du peloton, on aperçoit le futur vainqueur, Birkhardt, sur DB1.
La David Brown Challenge Cup est une course de relais à handicap à laquelle participent des équipes composées de 3 voitures de la même marque. Parnell et Salvadori de l'équipe Aston Martin auront à leur côté Jocelyn Stevens, c'est le trio le plus rapide. On retrouve des équipages de Fraser Nash, Lagonda et de MG, y compris un sosie de MG, une Cooper MG. Des équipes de Morgan, de Lotus, une autre équipe Aston Martin composée de DB2 et des Austin Healey. L'équipe la plus pénalisée, celle des DB3S, doit attendre 15 minutes avant que la première ne parte, en portant la large ceinture qui sert de relais. Après cette tour, le pilote doit s'arrêter pour transmettre le relais à son coéquipier. Bartel arrive au stand avec sa DB3 et donne le relais à Angela Brown au volant du seul coupé DB3. La DB3S de Stevens a manifestement eu un petit accrochage. Une sortie de route en début de journée a laissé des traces. Mais il peut donner le relais à Salvadori. L'effervescence qui règne en permanence dans la ligne droite des stands ne peut que ravir les spectateurs, mais elle est en revanche beaucoup plus dangereuse pour les coureurs. Parnell est parti en laissant de la gomme sur la piste, sans doute pour donner à son coéquipier Salvadori l'idée d'en faire autant. Non, non, c'est pas ainsi qu'il faut négocier le virage de Woodcott, même au volant d'une Austin Healey. Dudley Coram baisse le drapeau, indiquant la fin de la course, marquée par la victoire de l'équipe de Fraser Nash à entraînement à chaîne. Elles se sont débarrassées des MG lors du dernier tour seulement. La journée s'achève par 3 courses à handicap où tout le monde peut tenter sa chance. Un alignement parfait de 5 Lotus pour la dernière course. Puis je retourne à Goodwood pour l'événement majeur de l'année sur ce circuit, la 3e édition des 9 heures de Goodwood.
Une fois de plus, un soleil de plomb est au rendez-vous. Aux essais, la Ferrari de Hawthorne a été la plus rapide, suivie de Peter Walker et Dennis Poor sur Aston, Salvadori et Parnell, eux aussi sur Aston, et la Type D de l'écurie écosse de Titterington et Sanderson. Le drapeau s'abaisse à 3 heures et mon ami Kenneth McAlpine saute dans sa connote et s'élance. Mais il est dépassé par Wolfgang Seidel et sa Porsche 550 1,5 litre. Hawthorne débouche en tête après la chicane, devant Peter Walker et Peter Collins, tous deux sur Aston, et les types D de Rolt et Sanderson. Au tour suivant, Hawthorne commence à creuser l'écart et est à 2 secondes devant ses poursuivants. Walker et Collins tournent roue dans roue. Dans la catégorie des 1500, le classement est le suivant: Cooper, Porsche et Connaught. Stirling Moss court sur une Porsche Speeder usine avec le baron Uschka von Hanstein. Il s'efforce de rattraper son retard. Il a calé au départ. Il fait une chaleur écrasante. Alors que Peter Walker vient de passer dans un train d'enfer, il sait que son coéquipier Reggie Parnell a abandonné, moyeu cassé. La Lotus Bristol de Cliff Davis est deuxième de la catégorie 2 litres, derrière Mike Keane, qui va tragiquement trouver la mort quelques tours plus tard dans l'incendie de sa Cooper sortie de la route à Fort Water. Kenneth McAlpine a lui aussi concédé un tour à Moss. Pendant que Hawthorne a dû s'arrêter au stand, problème de levier de vitesse. Il doit maintenant rattraper les 7 tours qu'il a concédés en se débattant au milieu des petites cylindrées. Les Aston occupent donc les 2 premières places, Collins ayant pris le meilleur sur Walker, mais Sanderson et sa Type D ne sont pas loin. Kenneth McAlpine s'est emparé de la 2e place dans la catégorie des 1500, derrière Les Leston. Après 1h15 de course, Peter Walker passe le relais à Dennis Poor et Collins à un nouveau venu dans l'écurie Aston, Tony Brooks. Le spécialiste des courses de côte, Tony Marsh, fait une remarquable prestation avec sa Cooper Jaguar. La course ne s'achevant pas avant minuit, nombre de spectateurs ont décidé de passer la nuit autour du circuit. Après un départ laborieux, Moss a réussi à refaire son retard pour se hisser en tête de la catégorie des 1500. Mais Colin Chapman n'est pas loin. Je teste le ralenti de ma caméra en cadrant la Type D de Bob Berry, qu'il partage avec le pilote d'essai de Jaguar, Norman Lewis. Peter Walker est deuxième dans l'Aston Martin usine numéro 3. Et voici Ken Wharton à bord de la Ferrari usine Monza 750 à moteur 3 litres. La course s'achèvera pour lui durant la 11e heure, carter cassé. Eric Thompson a pris le relais de Kenneth McAlpine sur la Connaught et pris aussi le meilleur sur la Porsche de Moss et von Hanstein. Sur les 6h30 de course, l'Aston Martin de Collins et Brooks a été en tête pendant 6 heures. HRG, un petit fabricant de voitures de sport, a mis au point ce modèle à carrosserie enveloppante, mue par un moteur Singer à double arbre à cam. Le marquis de Portago, le coéquipier de Hawthorne, pilote la Ferrari numéro 6 et compte 5 tours de retard sur l'équipage de tête. Kenneth McAlpine a repris le volant de sa Connaught numéro 30 et il n'a qu'un tour de retard sur la Lotus de Colin Chapman et Peter Jopp en tête de la catégorie. Mais ils vont jouer de malchance et perdre beaucoup de temps à réparer des freins récalcitrants. À la nuit, la Ferrari de Hawthorne et de De Portago doit abandonner. Essieu arrière cassé. L'Aston de Collins et Brooks a pris du retard à cause de problèmes d'allumage. Et l'écurie écosse a ainsi pu prendre la tête pendant quelques tours avec sa Type D avant de finalement laisser la victoire à l'équipage Peter Walker et Dennis Poor sur Aston.
Aston Martin fait d'ailleurs le coup du chapeau. 3 courses de 9 heures, 3 victoires. Deuxième, Titterington et Sanderson sur type D. Et troisième, Colin Sebrooks. Dans la catégorie 2 litres, ce sont Hampshire et Russell qui l'emportent sur Lister. Enfin, la Porsche de Moss ayant été éjectée de la course lors de la sortie de route de Tony Crook, dans la catégorie des 1500, la victoire va à Leslie Stone et Archie Scott Brown de l'écurie Connaught. Mon séjour à la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale a suscité en moi une passion pour l'aviation. Et je suis tout excité à l'idée de promener ma caméra lors du meeting de Farnborough qui fête son cinquantenaire. Dans notre prochain épisode, nous ferons la route entre Londres et Brighton pour la réunion annuelle des voitures anciennes qui célèbre l'avènement de l'automobile et donc du sport automobile. La saison de 1956 débutera à Silverstone et Aston Martin se rendra pour la première fois au Nürburgring pour participer au Grand Prix d'Allemagne. À bientôt donc pour un nouvel épisode des Carnets secrets d'un passionné de l'automobile.